Le texte que vous m'avez demandé d'étudier est extrait des Cannibales. Il s'agit du chapitre 31 du premier livre des Essais de Montaigne. Premier livre des Essais de Montaigne. Il s'agit donc de l'édition de 1580 qui sera republiée en 88 avec un troisième livre. Ici, il s'agit de l'essai sur les cannibales qui a été mis au programme avec l'essai sur les coches, puisqu'ils ont en commun de parler des découvertes liées à la découverte majeure de ce siècle, qui est la découverte du Nouveau Monde. Cette découverte va engendrer un certain nombre de questionnements, et notamment du fait de la rencontre d'autres peuples. Et c'est précisément à l'étude de ces hommes, de ces sauvages, comme ils sont appelés, que Montaigne consacre ici son extrait. Or, je trouve, pour revenir à mon propos, qu'il n'y a rien de barbare ni de sauvage dans ce peuple, d'après ce que l'on m'en a dit, sinon que chacun appelle barbarie ce qui n'est pas dans ses coutumes. Et en vérité, il semble que nous n'avons d'autres critères de la vérité et de la raison que l'exemple et l'idée générale qui nous viennent des opinions et des usages du pays où nous sommes. Là se trouve toujours la parfaite religion, le parfait gouvernement, la façon la plus parfaite et la plus complète de tout faire. Ces hommes sont sauvages, de même que nous appelons sauvages les fruits que la nature a produits d'elle-même et par sa marche ordinaire, tandis que, en vérité, ce sont plutôt ceux que nous avons dégradés par notre artifice et détournés de l'ordre normal que nous devrions appeler sauvages. La question à laquelle nous allons essayer de répondre dans ce commentaire linéaire sera la suivante. En quoi la redéfinition lexicale permet-elle une redéfinition morale ? Pour répondre à cette question, je partagerai le texte en trois mouvements. Tout d'abord, de la ligne 124 à la ligne 132, où Montaigne observe un problème de définition concernant le terme de barbarie. Puis un deuxième mouvement qui ira de la ligne 132 à 143, où Montaigne va tenter une redéfinition d'un autre terme, celui de sauvagerie. Et enfin, dernier mouvement de la ligne 143 à 151, où de ces deux redéfinitions va émerger tout un commentaire sur la supériorité de la nature par rapport à la culture et à l'artifice. Je commence ainsi le commentaire. Montaigne procède par saut et à gambade, comme il le dit lui-même. Pour revenir à mon propos, il a quitté un petit peu ce qu'il était en train de dire. Il va donc revenir à son sujet principal, qui est les peuples cannibales du Nouveau Monde. Ce sur quoi il est en train de travailler dans l'essai, précisément. Donc, par rapport à ces peuples cannibales, il va commencer par une définition évidente. Ils sont barbares et sauvages, c'est comme ça qu'on les appelle, mais il va prendre à contre-pied cette définition par la négation. Il n'y a rien de barbare ni de sauvage, sinon que chacun appelle barbarie ce qui n'est pas dans ses coutumes. On retrouve la manière classique chez Montaigne de la répétition des mots sur lesquels il va insister, sur lesquels il va travailler, ici barbare et barbarie. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le contre-pied de cette définition montre que cette définition est relative, ce qui n'est pas dans ses coutumes, donc ses propres coutumes avec le possessif. Là encore, ce qui est intéressant, c'est de voir que Montaigne procède d'après ce qu'on lui en a dit. Il ne procède pas par expérience directe, mais par réflexion sur des expériences qu'on lui a relatées. Il faudra attendre la fin de l'essai pour avoir une expérience directe. Pour l'instant, il travaille sur ce qu'on lui a dit, et ce qu'on lui a dit ne lui semble pas correct. Pourquoi ? Il va le définir juste après. Et en vérité, il me semble que nous n'avons d'autres critères de la vérité et de la raison que l'exemple et l'idée générale qui nous viennent des opinions et des usages du pays où nous sommes. Ce qui est la vérité, le terme là encore est répété, en vérité, les critères de la vérité, ce qui est en vérité, c'est le côté relativiste de l'opinion. Il semble que, c'est là encore une hypothèse, Montaigne procède toujours par hypothèse, il n'a pas pour but de donner une vérité, il semble que nous n'avons d'autres critères de la vérité et de la raison, le but de la définition va ici s'expliciter, que l'exemple et l'idée générale qui nous viennent des opinions et des usages du pays où nous sommes. Là encore, exemple et idée générale, on a bien le double mouvement qui est propre à Montaigne,
l'expérience d'une part, le raisonnement d'autre part, nous viennent des opinions et des usages. On retrouve ce double mouvement, l'opinion pour le raisonnement, les usages pour l'expérience. On a donc là un chiasme, hein, tout simplement, un chiasme qui va nous permettre de mettre en lumière le fait que expérience et raisonnement sont doublement biaisés par l'endroit social, géographique, d'où part l'expérience et le raisonnement. Là encore, ce qui est intéressant, c'est que Montaigne raisonne en général, mais il s'inclut lui-même dans son raisonnement, hein, comme le prouve l'usage de la première personne du pluriel, nous, dans lequel s'inclut le je. Montaigne s'inclut là-dedans, même s'il tente de s'en extraire par son essai, justement. Va se préciser immédiatement ses opinions et ses usages. Là se trouve toujours la parfaite religion, etc. Plusieurs choses intéressantes dans ce passage. Évidemment, la récurrence du terme parfait, hein, parfaite religion, parfait gouvernement, parfaite façon. Ce qui est intéressant aussi, c'est que parfaite, pour la troisième itération, sera redoublée d'une part par complète et d'autre part par un superlatif absolu, la plus parfaite, la plus complète. Et enfin, il va y avoir deux mots qui vont alourdir encore cette idée de perfection, l'adverbe tout, dans tout faire, et le complément circonstanciel de temps, toujours. Il est à noter aussi que c'est une phrase simple, la seule dans l'extrait, hein, une phrase simple, qui va servir de définition, comme le montre aussi l'usage du présent à valeur de vérité générale. Cependant, là où c'est extrêmement intéressant, c'est le choix du déictique. Là se trouve. Il n'a pas choisi ici. Et c'est donc bien ici, justement, un décentrement qui va être nécessaire pour pouvoir juger. Lui-même se place en dehors du lieu d'où il juge pour pouvoir juger de manière plus objective. Je passe ainsi à la deuxième partie. Montaigne a constaté un problème de définition. Il va donc essayer de résoudre ce problème. Et là où il avait mis barbare et sauvage à la ligne 125 à égalité, hein, il n'y a rien de barbare ni de sauvage, par l'intermédiaire de la conjonction de coordination, il a étudié barbarie, il a montré qu'il y avait un problème, il va donc passer à sauvage. Ces hommes sont sauvages, il commence donc par un démonstratif, c'est, il parle donc bien des cannibales, on retrouve là encore le présent de vérité générale, sont sauvages, et du coup la répétition, là encore, de même que barbare et barbarie étaient répétés, ici c'est sauvage. Sont sauvages de même manière que nous appelons sauvage. C'est donc bien le mot sauvage qui va l'intéresser ici, et le mot sauvage va être mis immédiatement en relation avec l'idée de nature. On retrouve du coup ce champ lexical, hein, nature, la marche ordinaire et l'ordre normal, ligne 135-136. Il est intéressant de voir que cette première définition repose sur une opposition, tandis que opposition qui va être corrélée avec la reprise du syntagme en vérité qui était déjà présent dans la première partie. Cette nature, du coup, va être opposée à la culture, ici représentée par l'artifice, ligne 135, l'artifice qui va détourner et dégrader, deux mots avec des préfixes négatifs, donc l'artifice ou la culture va être connoté négativement, donc dégrader, détourner de l'ordre normal, que nous devrions appeler sauvage. Donc en réalité, la définition telle qu'elle est acceptée, la sauvagerie c'est ce qui dénature, et bien en réalité, cette dénature, c'est justement l'artifice, par définition. Donc cette transition d'un sens à l'autre va se marquer par le passage du présent de vérité générale, nous appelons sauvage, à une locution verbale au conditionnel, nous devrions appeler sauvage, hein, entre la ligne 132 et la ligne 136. Cette définition, cette nouvelle définition, va s'expliciter par un exemple. Dans les premiers, hein, il s'agit des fruits sauvages, demeurent vivantes et vigoureuses les vertus et les propriétés véritables. On retrouve l'idée de vérité. Ces vertus et propriétés, vertus étant ici connotées très positivement sur le plan moral, ces vertus et propriétés étant définies comme les plus utiles
les plus naturels. On retrouve du coup l'idée de nature, qui est très chère à Montaigne, et qui est pour lui, et comme pour beaucoup de penseurs de l'époque, en lien avec la pensée de l'Antiquité, reliée à une bonté morale. Et ces deux termes, utile et naturel, vont être, là encore, comme toujours, renforcés par des superlatifs absolus. De la même manière, la culture ou l'artifice va être connoté négativement avec la notion d'abâtardissement qui s'accommode au plaisir de notre goût corrompu. Toujours cette idée selon laquelle Montaigne s'inclut dans son propre raisonnement, hein, avec la première personne du pluriel, et la notion de négativité morale avec l'idée de corruption. Cette idée de goût va être développée, là encore avec une répétition, notre goût, par l'intermédiaire d'une nouvelle opposition avec l'adverbe pourtant. Ce qui est intéressant pour Montaigne, c'est de voir que notre goût corrompu, le sien y compris, par la comparaison que produit l'expérience, va pouvoir montrer sa propre corruption. En comparaison de notre propre fruit, on trouve excellents les fruits de ces pays. Alors même que, et il le précise, les fruits de ce pays-là, on retrouve le déictique, ce n'est pas son pays, c'est le pays qui a été trouvé, poussent précisément sans culture. Et du coup, le mot négatif sans va ici permettre de renforcer l'opposition entre la nature et la culture. Le fruit naturel est meilleur même pour le goût corrompu. Ayant redéfini le principe de sauvagerie, qu'il met en lien du coup directement avec la notion de nature, précisément supérieure à l'artifice ou à la culture, il va donc passer assez naturellement à une idée de supériorité morale en soi de la nature sur la culture. Et c'est ainsi ma troisième partie qui va commencer par un conditionnel d'hypothèse.